Bonsoir et merci d'être fidèle au programme de ITV 19h45. Voici votre journal à la une de l'actualité de ce mercredi 21 octobre. Des tensions en Guinée, des affrontements entre policiers et militants de l'opposition ont fait des morts. Le pouvoir parle de 9 victimes au moment où les manifestants en comptent 16. Des affrontements ont également éclaté à Dakar. Des partisans de Cellou Dalein Diallo ont tenté d'encercler l'ambassade. Des échauffourées avec la police ont fait des blessés et l'ambassadeur évacué dans une fourgonnette de la BIP, la brigade d'intervention polyvalente de la police nationale. De la contestation et de l'indignation suscitée par la vente de jouets à caractère sexuel, des parents inquiets pour leurs enfants exigent des sanctions fortes contre ceux qui ont commercialisé ces jouets. Et enfin, une nouvelle découverte sur ITV comme tous les mercredis. Birkama, situé dans le département de Goudomp, un village rendu tristement célèbre par les vols à main armée dont sont victimes ses habitants. La découverte de ce mercredi est signée Seydou Diatta et ce sera en fin d'édition. Direction la Guinée, la tension reste vive dans la banlieue de Conakry. Des affrontements entre forces de l'ordre et partisans et militants de l'opposition ont fait de nombreux morts, 16 annoncés par l'opposition alors que le pouvoir en compte 9. Le récit de notre envoyé spécial Alassane Samba Diop depuis Conakry. Depuis la proclamation des résultats, les affrontements ont commencé ici à Conakry. Aujourd'hui, les chiffres qui ont été donnés par rapport aux affrontements bilan des morts varient selon les sources. Selon l'opposition du FDG, il y aurait 16 morts. Le gouvernement guinéen parle de 9 morts. La presse étrangère parle de 10 morts, dont 2 policiers. Ce qui est sûr et certain, c'est que les affrontements se déroulent tout à l'heure, toujours au niveau de la banlieue de Conakry, à Sanfounia, à Sangoya, à 30 km de Conakry. Les jeunes de l'UFDG, de l'opposition, se frottent aux forces de l'ordre et aux forces de sécurité. Des barils sont tirés. Il y a eu donc, selon les chiffres, 16 morts selon l'opposition guinéenne, 9 morts selon le gouvernement et 10 morts selon la presse étrangère. Ce qui est sûr et certain est qu'aujourd'hui, au niveau de Conakry, beaucoup de familles sont endeuillées par rapport à cette élection présidentielle, au lendemain du scrutin. Et ici à Dakar, des partisans de Cellou Dalein Diallo ont tenté d'encercler et d'envahir l'ambassade de la Guinée. Des heurts ont éclaté entre ces manifestants et la police nationale. Des blessés à déplorer sur place, Boubacar Dieng. Ils sont venus par dizaines pour déplorer la situation politique dans leur pays. Au début, ces Guinéens ont manifesté pacifiquement avant que la situation ne dégénère. Ils dénoncent une incohérence à leurs yeux dans les résultats annoncés par la Commission nationale indépendante. Je suis là chez vous ici pour sauver ma vie, avant tout d'abord. Ils ont volé notre élection. On est venu chez l'ambassade pour réclamer notre droit. On a des mal. Il n'y a pas peine, il n'y a pas mannequin, il n'y a pas forestière ici. Nous sommes tous ici pour réclamer notre droit. Alpha, c'est temps, il faut aller, on en a marre. Ça fait 2 mandats, c'est bon. Merci pour ce que ça fait pour nous. C'est bon. Et puis tout le monde, liberté, vive Cellou Dalein Diallo. Ce jeune dit avoir perdu une proche, victime de la répression des manifestations post-électorales en Guinée-Conakry. À 4 h du matin, je parlais avec une sœur guinéenne. Après le résultat de la CENI, dans les environs de 5 h du matin, elle a été assassinée par l'armée d'Alpha Condé, la milice de M. Alpha Condé. Dans les environs de 5 h du matin. Maintenant, on demande justice parce qu'on a le droit de vivre dans ce pays. Nous sommes les fils dignes de ce pays. La posture de la CEDEAO est aussi décriée. Ce que nous voulons, c'est que les autorités internationales interviennent. Ils savent très bien ce qui se passe en Guinée et laissent faire. La CEDEAO, l'UEMOA, eux tous doivent se lever et nous aider. Il y a des choses indignes de la Guinée qui sont en train de se faire. Et il faut que l'ONU et les autres organisations internationales puissent nous venir en aide. Il faut que la paix revienne en Guinée et ça, c'est impératif.
Quelques manifestants sont blessés, d'autres arrêtés. Des éléments de la brigade d'intervention polyvalente de la police nationale venus en renfort ont exfiltré l'ambassadeur. Et voici la dernière déclaration de Alpha Condé, je le cite. « Si la victoire me revient, je reste ouvert au dialogue et disponible à travailler avec tous les Guinéens. » Fin de citation. Une réaction sur sa page Facebook après la publication des premières tendances par la CENI, des résultats dans au moins 4 communes en faveur du président sortant Alpha Condé. Et la candidate à la présidentielle guinéenne, Makale Camara, appelle au calme. Elle n'a pas pu voter dimanche dernier, certes, mais craint des situations post-électorales troubles. Antoine Diouf l'a joint pour nous. C'est apparent pour moi parce que effectivement je suis une candidate, mais des milliers de Guinéens n'ont pas pu voter tout comme moi à cause de la pagaille qui existe dans le fichier électoral. Des citoyens correctement enregistrés ont été expurgés de ce fichier pour des raisons fallacieuses dont nous allons discuter après, bien évidemment, la proclamation des résultats. Allez-vous intenter une quelconque action? Je préfère temporiser tout maintenant parce que notre pays ne va pas bien. Le challenger principal, l'UFDG de l'ASL Moudalen Diallo, se proclame gagnant de ces élections, tandis que les résultats qui sont tombés officiellement pour une préfecture de 4 communes seulement donnent gagnant le RPG de Alpha Condé. Ça ne va pas dans ce pays, il y a des manifestations, il y a des bris de bâtiments, d'incendies de véhicules, déjà incendies de postes de police, des morts d'hommes. C'est effrayant. Je pense qu'il ne faut pas en rajouter maintenant. Nous allons essayer de temporiser et de voir ce que l'avenir va nous réserver. Et je souhaite pacifique, paisible. Mais la clé se trouve bien évidemment dans le décompte des voix par candidat. Votre discours est apaisant. Est-ce que vous invitez tous les autres acteurs politiques guinéens à aller dans le même sens que vous? Tous. Surtout les 2 principaux challengers qui sont le RPG de Alpha Condé et l'UFDG de Saint-Louis d'Alom. Je leur demande de regarder la vérité en face. Ce qui est important, c'est que la vérité soit respectée de toutes les parties. Et ça ne sert à rien de se mentir, ça ne sert à rien de violenter les autres, ça ne sert à rien de détourner les voix des autres pour être dans ce fauteuil. Ce qui est important, c'est la Guinée qui est au-dessus des petites têtes de tous les politiciens. Et l'actualité au Sénégal, ces images ont envahi les réseaux sociaux. Ces bonbons en forme de jouets à caractère sexuel après la circulaire de la direction du commerce interdisant la vente de ces objets pour enfants. Autour des parents de dénoncer, très inquiets, ils exigent des mesures fortes face à cette dérive. Mamadou Lamine Fati en a rencontré quelques-uns reportages. Des images qui ont fait le tour du net, à la base ludique, mais qui ont choqué plus d'un. Une situation que déplore Serigne Diaw. La situation, elle est désastreuse, franchement. D'après les vidéos sur Internet concernant ces figurines sur les bonbons pour les enfants, c'est déplorable et c'est désastreux. Nous sommes inquiets. Inquiétude allant dans ce sens que la société sénégalaise est composée de nos espoirs, qui sont les enfants, qui sont les espoirs de demain. Donc, si on laisse la situation perdurer, on ne sait pas où on va pour demain. Momar est le président des parents d'élèves de l'école Amadou Ndiaye Deguène. Il se dit très choqué par ces images qu'il a vues. Je suis vraiment choqué, évidemment, parce que au niveau de chez nous, au Sénégal, nos valeurs vraiment ne nous permettent pas quand même de consommer ce genre de publicité. Alors il faut, en ce que je pense, vite voir toutes les institutions et les structures de l'école concernées pour au moins, par exemple, que ces bonbons-là alors ne soient pas vendus dans nos établissements. Parce que ça ne renseigne en rien l'enfant, mais ça détruit, en ce que je pense, par exemple, la morale de l'enfant. El Hadji John, lui, cherche les mots pour qualifier ces images qui, selon lui, sont dépravantes et dégradent notre société. Ce que nous voyons en ce moment-là, c'est vraiment quelque chose de très déplorable même, quoi. Parce que bon, nous ne sommes pas ainsi.
Bon, le Sénégal n'est pas ainsi. L'éducation que nous avons ne nous permettrait pas de faire certaines choses, quoi. Voilà. Donc, il faut prendre les mesures qui s'y est. Et c'est des images qui détruisent... qui détruisent tout, nos mœurs, tout. Ça détruit tout. Des sensibilités touchées par des images qui sont en désaccord avec nos valeurs, que la plupart des personnes interrogées déplorent et souhaitent que ce genre de faits soit puni sévèrement. Merci Mamadou Lamine Fati pour ce reportage. Les familles de Terme Sud de Ouakam ont été reçues par Macky Sall. C'est le mouvement Frappe qui nous l'apprend aujourd'hui. Le combat va se poursuivre afin que les victimes de Tivaouane Peulh puissent également obtenir justice. Une manifestation est d'ailleurs prévue ce 27 octobre, oui, et nous allons à ce propos écouter le secrétaire général adjoint du mouvement Frappe. Il s'appelle Ababakar Khan et Aminata Ba l'a interrogé. ENA dénonce également avec la plus grande énergie l'interdiction et le fait de réprimer la marche du 16-10-2020 des victimes de Tivaouane Peulh. ENA montre également son inquiétude totale face à la menace de démolition des maisons de 150 familles de Kounoun et également de 245 maisons à Darussalam Extension. ENA exprime son étonnement devant l'irresponsabilité de l'administration du gouvernement de Macky Sall qui joue avec le feu foncier. ENA informe que pour la résolution de tous ces problèmes des différents collectifs, une manifestation sera organisée le mardi 27 octobre prochain à Tivaouane Peulh. Une manifestation sera également organisée le samedi 7 novembre dans le département de Dakar. Une autre manifestation est en préparation à Ziguinchor. Et c'est désormais obligatoire. Tout passager embarquant dans un aéronef à destination du Sénégal doit se munir d'un test RT-PCR Covid-19. Cette circulaire du ministère des Transports aériens fait polémique. Joint par Iradjo, le député suppléant Mamadou Abdoulaye Dem est formel. On ne peut pas refouler un Sénégalais, on l'écoute. Nous partageons la détermination des plus hautes autorités de notre pays pour tout faire pour réduire et anéantir définitivement la Covid-19 sur l'ensemble de l'étendue du territoire. Rédigé comme tel, sans distinction, il va de soi que si, par hasard, un Sénégalais arrive dans un aérodrome du Sénégal sans un test négatif à portée de main, oui, la question qu'on peut se poser, c'est comment refouler un Sénégalais, un citoyen sénégalais vers un pays étranger. Manifestement, il y a un problème. Il nous semble là qu'il y a matière à revoir le dispositif qui peut être efficace, dissuasif et qui respecte le droit du citoyen sénégalais à ne pas être refoulé de son pays vers un pays étranger. Et ce mercredi, le Sénégal a enregistré 25 nouvelles contaminations sur un total de 1010 tests envoyés au laboratoire. Un décès à déplorer, 53 patients ont été déclarés guéris et 5 sont encore dans un état grave. Autre chose, 2170 personnes sont impactées par le projet énergie de l'OMVG. Ils ont été déguerpis de leurs habitations et à Kaffrine, nos envoyés spéciaux ont rencontré des impactés de ces travaux. Sira Sabali et Ansou Sanya ont été relogés avec des indemnisations qui leur permettent de mener des activités génératrices de revenus. Abdourahmane Li, Cheikh Ougaï, correspondance. Kër Lamine Camara, département de Kongel, dans la région de Kaffrine. Terroir de Sira Sabali qui vivait dans cette case. Un pylône à côté et une file qui la traverse l'oblige à quitter le site. Un déplacement pas du tout vain. Les membres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie lui ont construit cette maison après une procédure d'enquête soutenue, un dédommagement surprise. Je pouvais vivre plus d'une centaine d'années sans avoir les moyens de construire ce bâtiment. Il m'avait trouvé dans une case et aujourd'hui, regardez, je vis dans ce bâtiment. Je rends grâce à Dieu et j'encourage ce projet. Je suis très contente et je m'y attendais vraiment pas.
Ansou Sagna aussi a été dédommagé à hauteur de 20 millions de francs CFA, un montant qui lui a permis de construire cette maison, bruitage, et de se trouver d'autres activités génératrices de revenus. Après la construction, il nous reste à plus de 3 millions. Donc les 3 millions-là, c'est pour nous. Vraiment, ce projet-là est vraiment avantageux. Un processus de dédommagement qui a parfois été long, mais que le sous-préfet de l'arrondissement de Ida Mouride a su gérer d'un main de maître, l'arme redoutable face aux impactés, la pédagogie. Ils ont compris l'objectif, ça a été expliqué sur toute la ligne de la façon la plus participative, je l'ai dit. Mais ils ont attendu, surtout mon ami Ansou, il est tellement venu me voir chaque jour, préfet, mais où en êtes-vous avec ces indemnisations? J'ai toujours demandé de prendre sa patience. Au Sénégal, 2170 personnes affectées par le projet ont été recensées. Le processus d'indemnisation est toujours en cours. Après une enquête rigoureuse, 85% ont à ce jour été indemnisés. Les élus locaux et les agents municipaux formés en gestion financière des communes et en équité territoriale, c'est à l'initiative de Promoville pour préserver ces ouvrages. Et voici la coordonnatrice nationale du programme de modernisation des villes du Sénégal, Astou Djourhanessou, qui répond à Babacar Seck. Alors, vous savez que l'équité territoriale, c'est un concept qui est cher au président de la République Macky Sall. Il a mis en œuvre dans ce cadre le programme de modernisation des villes du Sénégal, Promoville, qui réalise essentiellement de la voirie, de l'assainissement eau pluviale, de l'éclairage public, mais également qui réalise d'autres infrastructures pour les collectivités territoriales. Alors l'équité territoriale est au cœur, mais également, une fois que ces infrastructures, que nous les réalisons, nous les mettons à disposition de ces communes-là. Et c'est important que ces communes puissent avoir les ressources pour pouvoir les entretenir. Donc c'est l'objet de cette formation, de cette session de renforcement de capacité qui permet aux collectivités territoriales d'intervention d'avoir une meilleure notion par rapport à l'équité territoriale. L'équité qui, au-delà d'avoir l'équité au niveau national, il faudrait également qu'on ait l'équité au niveau de chaque commune. Ça veut dire que chaque quartier de la commune puisse bénéficier des ressources de la commune. Donc cette formation sur la fiscalité locale permet également aux collectivités territoriales de savoir comment mobiliser des ressources pour pouvoir entretenir les ouvrages que nous réalisons dans le cadre du programme Promoville. C'est pourquoi nous procédons à cette session de formation qui porte sur l'équité territoriale et la gestion financière des collectivités territoriales. Et une note de sport, NGB Niaritali veut démarrer les entraînements le 15 novembre prochain. Le club s'est renforcé et son président a renouvelé sa confiance au coach Pape Thiaw. Beaucoup de projets annoncés pour la saison 2020-2021. Les précisions de Seiko Seydi avec Cher Diop. NGB veut finir au pire dans le top 5 du championnat national de Ligue 1 pour la saison 2020-2021. Pour y arriver, le club de Niaritali, Grand Dakar et Biscuiterie s'est renforcé. Parmi les arrivés, Papis Badian, capitaine mythique du club. Le président Djibril Ouad a également renouvelé sa confiance à l'entraîneur de l'équipe première, Pape Thiaw. C'est quand même cette année, c'est parmi les 5 premiers. Nous avons travaillé en ce sens-là et nous avons essayé de recruter en ce sens-là pour au moins essayer de donner à l'équipe son passé qui est récent, être toujours parmi les 5 premiers et ensuite viser une coupe. Donc c'est-à-dire, je crois que cette année, on va être un peu plus ambitieux que les années précédentes parce que nous avons tiré les leçons des années précédentes. Donc cette année, je crois qu'on va travailler plus. Dans ces gros chantiers, relancer la boutique du club avec son nouvel équipementier espagnol qui va signer pour 3 ans. Djibril Ouad veut miser sur les supporters pour mener ce secteur d'activité. On est en train de discuter avec un équipementier espagnol. Bon, je pense qu'on va être d'accord. Si ça se concrétise, la vente des maillots va être donnée aux supporters. Donc on va tout faire pour faire travailler les supporters et utiliser quand même très bien la boutique et l'espace des Alexandra Cheikh Aïdara pour que ça soit un espace du club, un espace des habitants de Niaritali, mais un espace sportif et culturel. Et ça aussi, le club a sa part, a une partition à jouer. Les travaux du site d'entraînement et d'hébergement du club avancent à grands pas. Le président compte beaucoup sur cette infrastructure pour générer des revenus, mais surtout permettre à l'équipe
d'être performante. Nous sommes dans les aménagements. Bon, le gazon synthétique il est commandé. Je crois qu'il est en voie d'être là. Les travaux de terrassement ont débuté depuis et nous sommes à la phase finale. On est en train de clôturer le terrain et de terminer les travaux là. Bon, maintenant il y a un immeuble qui doit être érigé, mais cet immeuble là va attendre un peu pour qu'on puisse terminer le terrain là. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit tout faire pour que, avant janvier, on réceptionne le terrain de football et les vestiaires. Et nous y sommes. Pratiquement, le terrain est aujourd'hui à 100%. Le démarrage de la saison 2020-2021 est prévu à janvier 2021, mais NGB veut reprendre les entraînements à partir du 15 novembre, selon son président. Et ce mercredi, nous allons vous faire découvrir Birkama dans le département de Goudomp. Ce village a connu une mutation entre peuple baïnouk et balante. Et il s'agit également d'un village rendu tristement célèbre par les vols à main armée dont sont victimes ses habitants. La découverte de ce mercredi est signée Seydou Diatta. Situé sur la rive sud du fleuve Casamance, le village de Birkama serait fondé vers les années 1800 et a servi de capitale du royaume Baïnouk, une ethnie vivant dans l'actuel département de Ziguinchor et à l'ouest du département de Goudomp avant d'être habité par les Balantes. Birkama fut fondé en 1830, mais c'était des Baïnouk qui habitaient. Les Balantes viennent de Safan, dans l'actuelle commune de Simbandi Balante. Le premier est venu, il s'appelle Kouboun Sadio, qui est venu s'installer à Birkama. Ensuite, il a été suivi par d'autres personnes. Ensuite, il y a eu guerre entre Baïnouk et Balante. Finalement, les Baïnouk sont partis et ils ont laissé la place à l'actuelle population de Birkama, c'est-à-dire les Balantes. Des villages du nom de Birkama, on en compte 3 entre la Guinée-Bissau, la Moyenne Casamance et la République de Gambie. Ils seraient tous fondés par le roi Baïnouk Ngana Sirabana. Ngana Sirabana a fondé 3 Birkama. Le premier Birkama se trouve en Guinée-Bissau, on l'appelle Birkama Biadi. Le deuxième Birkama se trouve en Gambie, qu'on appelle Kombo Birkama. Et son dernier village, c'est Birkama Balante, où il a fait son siège et sa capitale, dans l'actuel département de Goudomp, région de Sédhiou. Et si tu vois le Birkama de Gambie, effectivement, en partie de la Gambie à vol d'oiseau, c'est presque dans la même longitude. Quant au Birkama situé dans le Balantakunda, il a été en partie tristement célèbre à cause des attaques à main armée et vols endémiques de bétail avant la fin de la guerre de libération en Guinée-Bissau. Birkama a trop souffert. Nous sommes le village qui a plus souffert du conflit casamassé. Le premier mort ici, c'est Kobolon, qu'on a tué dans le troupeau. Après, il y a eu des gens qui ont sauté sur la mine. Aguin et Moussa Mane a donné un téléphone. Donc, ça c'est aussi, et d'autres encore. À chaque fois, on a reçu des visites des bandes armées. On est parti à un moment, on s'était posé la question, est-ce que nous, on est Sénégalais? Est-ce qu'on est considéré comme Sénégalais? Parce que vraiment, on ne peut pas nous laisser sans défense comme ça. Tout ce qu'on a, c'est les gens qui viennent chercher. Et ils emportent tout. Il n'y a pas un village qui avait plus de bœufs que Birkama. C'est le premier village qui avait plus de bœufs. Parce que chaque maison avait des bœufs. Actuellement, il n'y a il n'y a pas de vaches. Il peut y avoir des taureaux, mais il n'y a pas de vaches même. Parce que le lait, c'est la vache qui donne ça. Donc c'est les taureaux pour faire les cultures là qu'on vient de reprendre encore petit à petit. Quand on te prend ton bétail ici, on l'amène en Guinée, tu fais la poursuite, tu trouves qu'il est entré dans ce village-là. Et même, il arrive même des fois que tu regardes, voilà c'est mon taureau qui est là. Et on te demande de payer. Et tu payes, tu n'auras pas le taureau là. Birkama est largement ouverte à la frontière bissau-guinéenne. Il n'y a pas de village, c'est un boulevard. Quelqu'un peut commettre un crime à Birkama et disparaître immédiatement à partir de la Guinée-Bissau. Donc c'est pourquoi Birkama nécessiterait d'avoir vraiment, à défaut d'un cantonnement militaire propre, mais un cantonnement militaire proche qui assurerait la sécurité. La vache a toujours été la source du malheur pour les villageois.
Le mal a su durer que les populations ont fini par plaider pour une autorisation de port d'armes pour sauver le peu de biens qu'il leur reste. Ils ne sont pas plus courageux que nous. Qu'on nous permette d'aller comme en 1970 avec la guerre des PAICC, la libération de la Guinée. Mais on nous avait fourni des armes. Oui, on nous a autorisé et même l'État nous a donné des MAS 36 dans le village. Je me rappelle, c'était 15. Avoir un animal chez soi-même est source de danger. Parce qu'il y a les menaces, il y a des gens, des bandes armées qui sévissent, qui viennent tout dérober. L'État, on n'a pas demandé qu'il nous donne des armes, mais qu'on nous donne qu'on nous permette de porter nos petites armes là. Ils ne sont pas plus courageux que nous. Malgré toutes leurs armes, nous on peut faire plus. On peut même aller faire la poursuite. Mais c'est l'État qui va nous arrêter encore. C'est pourquoi nous insistons et nous lançons un appel à toutes les autorités pour assurer la sécurité de ce village. En dépit des problèmes de sécurité, le village fait également face au manque d'eau potable, d'éclairage public et de soins de qualité à cause de l'absence de structures sanitaires adéquates. Merci Seydou Diatta. Une autre découverte mercredi prochain sur ITV. Le programme de ce soir, juste après cette édition, retrouvez Hassan Gueye pour un plateau spécial sur la Guinée. C'est dans le cadre de la semaine de la Guinée qui se poursuit donc sur ITV. Et à 20h45, les belles lignes de Papa Lumissar qui nous parle ce soir du cancer. Merci d'avoir suivi ce journal. Merci à toute l'équipe de la régie. On se retrouve demain pour l'édition du soir.